Préface. Comment ce livre a-t-il été écrit et pourquoi? J'étais à cette époque l'un des gars les plus malheureux de New York. Je gagnais ma vie en vendant des camions. Je ne savais pas ce qui faisait rouler un camion, et de plus je ne voulais pas le savoir. Je détestais mon emploi. Je détestais vivre dans une minable chambre meublée, infestée de cafards. Je détestais manger dans des restaurants bon marché et infects, qui étaient probablement, eux aussi, infestés de cafards. Chaque soir, je retrouvais ma chambre solitaire, anxieux et amer, avec une migraine. J'étais révolté car mes rêves d'étudiant s'étaient transformés en cauchemars. Je mourais d'envie d'avoir le temps de lire, d'écrire des livres auxquels j'avais aspiré durant mes années d'études. Je savais que je n'avais rien à perdre et tout à gagner en quittant un emploi que je dédaignais. Mon ambition n'était pas de devenir riche, mais de vivre intensément. J'ai alors pris une décision qui a entièrement changé le cours de mon existence et qui m'a rendu heureux et comblé au-delà de mes aspirations les plus irréalistes. Étant donné ma formation d'enseignant, je donnerai des cours aux adultes le soir. J'aurai ainsi mes journées libres pour lire, préparer mes cours et écrire. J'avais choisi l'art oratoire, car dans tout ce que j'avais appris, c'est ce qui m'avait été le plus utile pour vaincre ma timidité, au travail et dans la vie en général. J'ai donc postulé un emploi à l'Université Columbia et à l'Université de New York, sauf que les deux institutions ont décidé qu'elles pouvaient se débrouiller sans moi. Terriblement déçu, je me suis tourné vers le YMCA. Quel défi! Les adultes qui fréquentaient mes cours voulaient résoudre concrètement leurs problèmes. Ils voulaient obtenir de l'avancement professionnel et gagner davantage pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils payaient leurs cours par versement et cessaient de payer s'ils n'atteignaient pas de résultats. Comme j'étais moi-même rémunéré au pourcentage des profits plutôt qu'à salaire, j'avais intérêt à fournir des solutions concrètes si je voulais manger. Ce fut une expérience inestimable. Chaque session devait être suffisamment stimulante pour que les candidats continuent de s'inscrire. J'ai rapidement compris qu'en plus de vouloir apprendre à parler en public, ces candidats adultes, pour la majorité des dirigeants d'entreprise, des vendeurs, des comptables, des ingénieurs, mais aussi des femmes d'affaires et des femmes au foyer et des gens de divers métiers et professions, avaient tous besoin de se faire des amis et d'influencer les autres. J'ai donc élargi le champ de l'art oratoire. C'est ainsi qu'à partir de leurs expériences, j'ai écrit mon premier livre, Comment se faire des amis et influencer les autres. Au fil du temps, j'ai de plus constaté que l'une des plus grandes difficultés de ces adultes, c'était l'inquiétude et les soucis. J'ai fait le tour des bibliothèques pour trouver des manuels pertinents sur le sujet, peine perdue, même la grande bibliothèque de New York n'en comptait que 22 faisant allusion au sujet. Elle contenait 9 fois plus de livres sur les vers de terre que sur l'inquiétude et les soucis. J'ai alors résolu d'en écrire un moi-même pour lequel j'ai mis 7 ans de recherche. J'ai d'abord lu les philosophes de toutes les époques qui avaient traité le sujet. J'ai ensuite lu des centaines de biographies, de Confucius à Churchill, et j'ai interviewé des gens de divers milieux, tels Henry Ford et Eleanor Roosevelt. Toutefois, le plus important, c'est ce laboratoire d'expérience mené pendant 5 ans dans mes classes d'adultes sur la manière et les moyens de dominer les soucis. L'expérience fut menée selon la méthode suivante. Pour cesser de se faire du souci, une partie des étudiants recevait un ensemble de règles qu'on leur demandait d'appliquer au quotidien, pour ensuite nous faire part des résultats en classe. Les autres étudiants nous parlaient des techniques qu'ils avaient découvertes eux-mêmes ailleurs et qu'ils avaient utilisées précédemment. C'est ainsi que le présent enregistrement offre une collection de recettes dûment éprouvées pour éliminer les soucis. Toutefois, je vous préviens, vous n'apprendrez rien de nouveau. Par ailleurs, vous constaterez que les méthodes simples et connues sont rarement mises en application. Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction. Cet enregistrement vise donc à réaffirmer, illustrer, simplifier, rafraîchir et faire valoir de nombreuses vérités fondamentales et universelles et vous donner le coup de pouce nécessaire pour vous encourager à les appliquer. 9 suggestions pour tirer le meilleur parti de cet enregistrement. D'abord, créer un désir profond et impérieux de maîtriser les principes fondamentaux pour dominer les soucis. Deuxième suggestion,
Écoutez chacun des chapitres 2 fois avant de passer au suivant. Troisième suggestion, en écoutant, arrêtez-vous fréquemment pour vous demander comment vous pourriez appliquer chacune des suggestions. Quatrième, notez chaque idée importante et soulignez les suggestions que vous pensez pouvoir appliquer. Cinquième suggestion, réécoutez cet enregistrement tous les mois. Gardez en tête que pour transposer ces principes en habitudes et en gestes instinctifs, vous devez les réécouter souvent. Sixième suggestion, l'apprentissage est un processus actif. On apprend avec la pratique et la répétition. Appliquez ces principes à chaque occasion. Utilisez cet enregistrement comme un manuel de formation pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens. Pensez que vous l'écoutez non pas seulement pour vous informer, mais pour acquérir de nouvelles habitudes. Il vous faudra alors de la persévérance et un effort quotidien. Septième suggestion. Faites de votre apprentissage un jeu amusant. Par exemple, donnez 25 sous à un ami chaque fois que vous enfreignez ces règles. Huitième, vérifiez vos progrès chaque semaine. Identifiez vos erreurs, vos progrès et voyez quel principe vous servira le mieux à l'avenir. Neuvième suggestion, tenez un journal pour vérifier quand et comment vous avez appliqué ces principes. Soyez précis, inscrivez des noms, des dates, des résultats. Ceci vous incitera à faire plus d'efforts. Partie 1. Les principes de base que vous devriez connaître concernant les soucis. Vivez chaque journée dans un compartiment étanche. Cette formule est une allusion au compartiment étanche à l'eau des grands paquebots, ces cloisons étanches qu'on peut isoler les unes des autres au moyen de cloisons métalliques. La meilleure façon de préparer l'avenir, c'est de vous concentrer avec toute votre intelligence, votre enthousiasme, pour rendre le jour présent exceptionnel. C'est le seul moyen possible de construire votre avenir. Ainsi, dressez les cloisons métalliques du passé et du futur, vivez dans un moment présent étanche. Posez-vous les questions suivantes et essayez d'écrire les réponses. Ai-je tendance à oublier le présent pour me préoccuper de l'avenir, ou encore à rêver à une sorte de jardin de roses qui apparaîtrait à l'horizon? M'arrive-t-il parfois d'empoisonner le présent en regrettant des actions passées qui sont bel et bien terminées? Quand je me lève le matin, suis-je décidé à saisir le jour qui m'est donné, à tirer le meilleur parti possible des 24 prochaines heures? Pourrais-je obtenir davantage de la vie si je vivais dans un présent étanche? Quand vais-je commencer à le faire? La semaine prochaine? Demain? Aujourd'hui? Une formule magique pour résoudre les situations préoccupantes. Elle est accessible à tout le monde et se décline en 3 étapes. Étape 1. J'analyse la situation courageusement et honnêtement et j'imagine quelle serait la pire conséquence de ce fiasco. Étape 2. Après avoir imaginé le pire, je fais ma paix avec cette éventualité pour l'accepter le cas échéant. Étape 3. À partir de là, je consacre calmement mon temps et mon énergie à tirer parti du pire que j'ai déjà mentalement accepté. Les soucis peuvent vous rendre malade. Platon disait « La plus grande erreur des médecins, c'est de tenter de guérir le corps sans soigner l'âme. Pourtant, l'âme et le corps forment un tout qui ne doit pas être traité séparément. » Il aura fallu près de 2500 ans pour que la science médicale admette cette vérité. Ce que l'on appelle désormais la médecine psychosomatique. Il était largement temps que la science médicale, qui a éradiqué de nombreuses maladies causées par des germes pathogènes tels que la variole, le choléra, la fièvre jaune et bien d'autres affections, se charge des maladies nerveuses et psychiques causées par l'anxiété, la peur, la haine, la frustration et le désespoir. Les soucis peuvent fragiliser la personne la plus solide qui soit. Il faut se souvenir de la phrase du docteur Alexis Carrel. « Ceux qui ne savent pas combattre l'anxiété meurent jeunes. » Partie 2. Technique de base pour disséquer les soucis. Comment analyser et résoudre vos soucis?
La formule magique proposée dans la première partie de cet enregistrement résoudra-t-elle tous les soucis? Bien sûr que non. Dans ce cas, quelle est la solution? La solution, c'est de nous munir d'outils qui nous permettront de composer avec les divers types de soucis à partir de 3 règles élémentaires. 1. Examiner les faits. 2. Analyser les faits. 3. Prendre une décision et agir selon cette décision. Une évidence? Certainement. Aristote l'avait déjà enseigné et mis en application. Et vous et moi, nous devons faire la même chose si nous voulons nous débarrasser des tracas qui nous tourmentent et nous rendent la vie infernale. Sans prendre acte des faits, il nous est impossible de résoudre intelligemment notre problème et on piétine dans la confusion. Ce n'est pas une mince tâche. Lorsque nous sommes préoccupés, nous devenons émotifs. Je vous fais part de 2 moyens que j'ai trouvés utiles quand j'essayais de me distancier de mes problèmes pour les regarder lucidement et objectivement. Quand j'examine les faits, je m'imagine le faire pour une autre personne. Ça me permet un regard froid et impartial sur la réalité, et ça me dégage de mes émotions. Ensuite, quand je rassemble les faits qui me préoccupent, je m'imagine être un avocat qui prépare une cause à défendre contre la partie adverse. Autrement dit, j'essaie de tout prendre contre moi, tous les aspects que je ne souhaite pas affronter. Puis, je mets mes arguments par écrit dans une colonne et les arguments adverses dans une autre colonne. La réponse se trouve habituellement à mi-chemin entre les 2 extrêmes. Cependant, colliger tous les faits possibles ne mène à rien sans analyse d'interprétation. Je vous propose donc d'essayer dès maintenant une technique utilisée par un homme d'affaires avisé et de l'appliquer à l'une de vos préoccupations. Il s'agit de répondre par écrit à 4 questions. Première question. Qu'est-ce qui me préoccupe? Deuxième question. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Troisième question. Qu'est-ce que je vais faire? Quatrième question. Quand vais-je commencer à le faire? Comment éliminer la moitié de vos soucis professionnels? Si vous êtes dans les affaires, vous trouvez probablement le titre de ce chapitre ridicule. Vous vous dites probablement « Je fais des affaires depuis des années et si une telle solution existait, je le saurais. » Soyons francs, il se peut que je ne puisse pas éliminer la moitié de vos soucis professionnels. En fin de compte, personne d'autre que vous ne peut le faire. Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer comment d'autres l'ont réussi. Voici les 4 règles de base proposées. Règle numéro 1. Examinez les faits. Rappelez-vous les paroles de l'ancien recteur de l'Université Columbia de New York. La moitié des problèmes sont causés par des gens qui tentent de prendre des décisions avant de savoir sur quoi établir cette décision. Règle numéro 2. Après avoir soupesé tous les faits, prenez une décision. Règle numéro 3. Une fois que votre décision mûrement réfléchie est prise, agissez. Occupez-vous de la mettre en œuvre et dissipez toute inquiétude quant au résultat. Règle numéro 4. Quand vous êtes tenté, vous-même ou vos associés, de vous soucier d'un problème, notez les questions suivantes et répondez-y par écrit. Quelle est la nature du problème? Quelle est la cause du problème? Quelles sont les solutions possibles? Quelle est la meilleure solution pour le régler? Partie 3. Comment rompre l'habitude du souci avant d'en être victime? Comment empêcher les soucis de vous submerger? Je n'ai pas le temps de m'inquiéter. C'est ce qu'avait répondu Winston Churchill à quelqu'un qui, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, lui demandait si ses immenses responsabilités l'inquiétaient. Des siècles auparavant, Blaise Pascal parlait de la paix que l'on trouve dans les bibliothèques et dans les laboratoires. Pourquoi dans ces lieux-là? Parce que dans les bibliothèques et les laboratoires, les gens sont habituellement trop absorbés par leurs tâches pour se préoccuper d'eux-mêmes. Et pourquoi une chose aussi simple que de se tenir occupé peut-elle chasser les soucis? À cause d'une loi, l'une des plus fondamentales en psychologie. Il est tout à fait impossible pour un esprit humain, si brillant soit-il, de penser à plus d'une chose à la fois. Vous ne me croyez pas vraiment? D'accord.
Faisons une expérience. Supposons que vous vous allongez à l'instant même, vous fermez les yeux et vous essayez de penser à la Statue de la Liberté et à ce que vous avez planifié pour demain matin. Allez-y, essayez-le. Vous vous êtes aperçu, n'est-ce pas, que vous pouviez concentrer votre esprit sur l'une ou l'autre des activités, mais jamais sur les deux simultanément. Bref, il en va de même dans le domaine des émotions. On ne peut pas être à la fois ragaillardi et enthousiaste pour quelque chose de stimulant et être en même temps accablé par les soucis. Une émotion chasse l'autre. La plupart d'entre nous avons de la difficulté à nous perdre dans l'action lorsque nous travaillons sans relâche à notre tâche quotidienne. Sauf que les heures après le travail constituent une période dangereuse. Au moment même où l'on est libre de profiter de notre temps de loisir et être des plus heureux, les démons du cafard passent à l'attaque. On se demande si l'on va quelque part dans la vie, si l'on s'est englué dans la routine, si la dernière remarque du patron contenait un message particulier, ou si notre pouvoir de séduction n'est pas en train de s'effriter. Quand on n'est pas occupé, notre cerveau s'approche d'un quasi-vide. Et n'importe quel étudiant en physique vous dira que la nature a horreur du vide. Ainsi, la nature s'empresse de remplir un esprit vide. De quelle manière ? Habituellement avec des émotions. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude, la peur, la haine, la jalousie et l'envie sont mues par une énergie primaire, par le dynamisme de la jungle. De telles émotions sont si violentes qu'elles chassent de notre esprit tous les sentiments paisibles et sereins. Le dramaturge britannique George Bernard Shaw avait raison quand il disait que le secret pour se rendre misérable, c'était d'avoir le loisir de se demander si l'on était heureux ou non. Alors, évitez d'y penser. Retroussez vos manches et passez à l'action. Le sang battra dans vos veines, votre cerveau bouillonnera et bientôt ce regain de vie chassera vos soucis. Occupez-vous, restez occupés. C'est la médecine la moins chère de la planète et l'une des plus efficaces. Enfin, pour rompre cette habitude de se soucier, la règle numéro 1 est de se tenir occupé. La personne soucieuse doit se perdre dans l'action, sinon elle s'étiolera dans le désespoir. Ne vous laissez pas abattre par les moustiques. L'homme politique et auteur Benjamin Disraeli disait « La vie est trop courte pour être étriquée ». Souvent, nous affrontons courageusement les véritables malheurs, tout en nous laissant abattre par des bagatelles ou des désagréments. Nous survivons aux intempéries, aux orages, aux tempêtes de l'existence, pour laisser des soucis aussi insignifiants qu'un moustique qu'on écrase du bout des doigts grignoter nos cœurs. Ainsi, pour rompre l'habitude du souci avant d'en être victime, voici la règle numéro 2. Ne vous laissez pas contrarier par des insignifiances dont vous devriez faire peu de cas et oublier. Rappelez-vous que la vie est trop courte pour être étriquée. Une loi qui mettra hors la loi un grand nombre de vos soucis. La plupart de nos inquiétudes d'adultes sont souvent absurdes. Vous et moi, nous pourrions probablement éliminer sur le champ près de 90% de nos soucis en cessant de nous tracasser suffisamment longtemps pour vérifier si, selon la loi des moyennes, il y a lieu de nous inquiéter. La compagnie d'assurance la plus célèbre au monde, la Lloyds de Londres, a bâti sa fortune sur la crainte des gens à propos de catastrophes qui ne se produisent que rarement. La Lloyds a fait le pari que les sinistres qui inquiètent leurs clients ne surviendront jamais. Sauf qu'elle n'appelle pas ça un pari, mais une assurance. Pourtant, selon la loi des moyennes, il s'agit bien d'un pari. On dit que la moitié de nos soucis et de nos chagrins proviennent de notre imagination et non des circonstances réelles. Pour ma part, si je regarde en arrière, je constate que dans mon cas, c'est juste. Ainsi, pour rompre l'habitude du souci avant d'en être victime, voici la règle numéro 3. Examinez les faits. Demandez-vous quelles sont les chances, selon la loi des moyennes, que l'événement que vous redoutez ne se produise jamais. Réconciliez-vous avec l'inévitable. Un jour, petit garçon, je jouais avec des amis dans l'attique d'une ancienne cabine de Boiron abandonnée. En redescendant, j'ai posé momentanément les pieds sur le rebord d'une fenêtre et j'ai sauté. J'avais un anneau dans l'index de ma main gauche et en sautant, l'anneau est resté coincé sur une tête de clou et m'a arraché le doigt. J'ai hurlé, j'étais terrifié, j'étais convaincu que j'allais mourir.
Pourtant, une fois ma main guérie, elle ne m'a plus préoccupé, même une fraction de seconde. À quoi cela aurait-il servi? J'avais accepté l'inévitable. Il m'arrive souvent d'être un mois sans penser que je n'ai que 3 doigts et un pouce à ma main gauche. C'est étonnant comment on arrive à accepter, faute de choix, presque n'importe quelle situation, à s'y adapter et à l'oublier. Je pense souvent à une inscription gravée sur les ruines d'une cathédrale hollandaise du XVe siècle qui se lisait comme suit: « C'est ainsi, ça ne pourrait pas être autrement. » Il en va de même dans nos vies à mesure que les années passent. De nombreuses situations sont inévitables. Nous avons le choix. Nous pouvons les accepter et nous y adapter, ou gâcher notre vie en nous révoltant et finir avec une dépression nerveuse. De toute évidence, ce ne sont pas les événements seuls qui nous rendent heureux ou malheureux. C'est la façon dont nous réagissons à ces événements qui provoque nos émotions. On peut survivre à des catastrophes et à des tragédies si on doit le faire. On peut s'en croire incapable, sauf qu'on a des ressources intérieures insoupçonnées qui nous aideront à voir clair si nous nous donnons la peine d'y recourir. Nous sommes plus forts que nous ne le croyons. Sur la ferme de mes parents, au Missouri, j'ai passé 12 ans à m'occuper du bétail et je n'ai jamais vu une vache Jersey faire de la fièvre parce que le pâturage était desséché à cause du manque de pluie, du froid ou du grésil, ou parce que son partenaire faisait de l'œil à une autre génisse. Les animaux affrontent calmement la nuit, les tempêtes, la faim, et ne souffrent donc jamais de dépression nerveuse ou d'ulcère d'estomac. Suis-je en train de préconiser une soumission totale aux adversités? En aucune façon, ce serait du fatalisme. Tant qu'il y a une possibilité de sauver la situation, réagissons. Sauf que si le bon sens nous dit que nous nous dirigeons vers un mur, regardons les choses telles qu'elles sont pour préserver notre santé mentale. Aucun être humain n'a suffisamment de passion et d'énergie pour combattre l'inévitable et du même souffle changer sa vie. Soit vous essuyez les inévitables giboulées de l'existence, soit vous leur résistez et vous craquez. Les maîtres jiu-jitsu apprennent à leurs élèves à plier comme le roseau et à ne pas résister comme le chêne. Que nous arrivera-t-il à vous et à moi si, au lieu d'absorber les chocs inévitables, nous tentons d'y résister? La réponse est facile. Nous déclencherons une série de conflits intérieurs. Nous serons inquiets, tendus, épuisés et névrosés. Si nous nous obstinons à refuser les dures réalités de l'existence pour nous retirer dans un monde imaginaire de notre invention, nous risquons la folie. Ainsi, pour rompre l'habitude du souci avant d'en être victime, voici la règle numéro 4. Réconcilions-nous avec l'inévitable. Mettez un terme à vos soucis. Comme je voudrais avoir eu le bon sens, il y a des années, de stopper mes impatiences, mes humeurs, mon besoin de me justifier, mes regrets et l'ensemble de mes tensions nerveuses et émotives. Pourquoi n'ai-je pas eu le gros bon sens de jauger chaque situation qui menaçait de ruiner ma paix d'esprit et de me dire « Dale, cette situation vaut-elle autant d'agitation ?» Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Un jour, durant la guerre civile américaine, alors que les amis de Lincoln dénonçaient ses cruels ennemis, Lincoln a répondu « Vous avez plus de ressentiment pour eux que je n'en ai moi-même. » Peut-être que je n'en ai pas suffisamment, sauf que je n'ai jamais cru que cela rapportait. Un homme n'a pas le temps de passer la moitié de sa vie à se quereller. Si quelqu'un cesse de m'attaquer, je ne lui tiendrai pas rancune pour le passé. Ainsi, pour rompre l'habitude du souci avant d'en être victime, voici la règle numéro 5. Chaque fois que vous êtes tenté de dépenser de l'énergie pour rien, arrêtez-vous et posez-vous ces 3 questions. Quelle est l'importance que j'accorde réellement à ce qui me tracasse dans le cas présent? Quand vais-je mettre fin à ce tracas et l'oublier? Combien exactement vais-je accepter de payer pour cette injustice? N'ai-je pas déjà payé trop cher? N'essayez pas de scier de la sciure de bois. Il existe un seul moyen de rendre le passé productif. C'est d'examiner sereinement nos erreurs précédentes et les mettre à profit pour ensuite les oublier. Je sais bien que c'est vrai, mais ai-je toujours eu le courage et l'intelligence de le faire? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous raconter une anecdote à propos d'une formidable expérience que j'ai vécue.
J'ai laissé plus de 300 000 $ me filer entre les doigts sans faire un sou. C'est arrivé comme suit. J'avais lancé une entreprise d'éducation pour adultes à grande échelle, ouvert des succursales dans différentes villes et dépensé sans compter en frais généraux et en publicité. J'étais tellement mobilisé par mon enseignement que je n'avais ni le temps ni l'envie de m'occuper des finances. J'étais de plus trop naïf pour réaliser que j'avais besoin d'un administrateur habile pour surveiller les dépenses. Finalement, après 1 an, j'ai découvert que malgré le nombre colossal de nos inscriptions, nous n'avions fait aucun profit. Devant ce constat, j'aurais dû faire 2 choses. Premièrement, j'aurais dû réagir comme George Washington Carver quand il a perdu 40 000 $ dans une faillite bancaire, ses économies de toute une vie. Lorsque quelqu'un lui a demandé s'il savait qu'il avait tout perdu, il a répondu « Oui, paraît-il », et il a continué d'enseigner. Il a tellement effacé cette perte de son esprit qu'il ne l'a jamais mentionnée par la suite. La seconde chose que j'aurais dû faire eût été d'analyser mes erreurs et d'en tirer une leçon durable. Mais honnêtement, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. À la place, je me suis laissé entraîner dans une spirale d'anxiété. Pendant des mois, j'ai été abasourdi. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu du poids. Plutôt que de tirer une leçon de cette formidable erreur, j'ai foncé et j'ai répété la même bévue à plus petite échelle. C'est gênant pour moi d'admettre une telle stupidité, sauf que j'ai découvert qu'il était plus facile d'enseigner à 20 personnes la meilleure chose à faire que d'être l'une des 20 personnes qui suivent mes propres enseignements. En un mot, voici comment rompre l'habitude de se faire du souci avant d'en être victime. Règle numéro 1. Éliminez les inquiétudes de votre esprit en demeurant occupé. Pratiquer de nombreuses activités est la meilleure thérapie imaginée pour guérir les cafouillages défensifs. Règle numéro 2. Ne vous tracassez pas pour des bagatelles. Ne permettez pas que des choses banales, les moustiques de la vie, nuisent à votre bien-être. Règle numéro 3. Servez-vous de la loi des moyennes pour mettre vos soucis hors la loi. Demandez-vous quelles sont les chances que cette inquiétude ne se concrétise jamais. Règle numéro 4. Réconciliez-vous avec l'inévitable. Si vous savez qu'il vous est impossible de changer une situation ou de la transformer, dites-vous « c'est ainsi, ça ne peut être autrement ». Règle numéro 5. Mettez un terme à vos soucis. Décidez du niveau d'anxiété justifié par une situation et ne lui en accordez pas davantage. Règle numéro 6. Laissez au passé ce qui lui appartient. Ne sciez pas la sciure de bois. De bois. De bois. Partie 4. 7 moyens pour développer une attitude qui vous apportera la paix et le bien-être. Un jour, dans une émission de radio, on m'a demandé quelle était la plus grande leçon que j'avais apprise. La réponse était facile. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de loin l'importance de la pensée. Je suis convaincu hors de tout doute que le plus gros défi que nous avons à affronter, c'est de choisir des pensées fécondes. Si nous arrivons à le faire, nous serons sur la voie de la réussite pour résoudre tous nos problèmes. Marc Aurèle, le célèbre philosophe et empereur romain, disait « Notre vie est ce qu'en font nos pensées ». Vous pensez peut-être que je prêche à un optimisme béat devant tous nos problèmes. Non, malheureusement, la vie n'est pas aussi simple. Ce que je préconise, c'est un esprit positif. En d'autres mots, on doit se préoccuper de nos problèmes, mais ne pas s'en inquiéter. Quelle est la différence entre la préoccupation et l'inquiétude? Je vous donne un exemple. Chaque fois qu'à New York je traverse une rue embouteillée, je me préoccupe de ce que je fais. Mais je ne m'en inquiète pas. Se préoccuper, c'est constater le problème et suivre calmement les étapes pour le résoudre. S'inquiéter, c'est tourner en rond de manière exaspérante et vaine. Partons à la conquête de notre bonheur avec un programme joyeux et constructif. Je vous en propose un intitulé « Pour aujourd'hui seulement ». Il a été écrit par Sybil F. Partridge. Si vous le suivez, il éliminera la plupart de vos soucis et contribuera immensément
à votre joie de vivre. Écoutez. Aujourd'hui seulement je serai heureuse. Le bonheur est un état d'âme, et Abraham Lincoln avait raison de dire que la plupart des gens sont heureux dans la mesure où ils ont décidé de l'être. Aujourd'hui seulement, je me conformerai à la réalité et n'essayerai pas de l'adapter à mes désirs. Je saurai tirer parti de ma chance, telle qu'elle se présentera, et je m'en accommoderai. Aujourd'hui seulement, je prendrai soin de mon corps, je ferai de l'exercice, je le nourrirai sainement, je n'en abuserai pas, ni le négligerai, de sorte qu'il constitue une parfaite machine pour exécuter ce que je lui demande. Aujourd'hui seulement, j'essayerai de meubler mon esprit. J'étudierai. J'apprendrai quelque chose d'utile. Je me garderai de la paresse intellectuelle. Je ferai une lecture qui demande de l'effort, de la réflexion et de la concentration. Aujourd'hui seulement, j'exercerai mon âme de 3 façons différentes. Je rendrai service sans qu'on le sache. Si quelqu'un l'apprend, je recommencerai. Je ferai au moins 2 choses que je n'aime pas faire, simplement pour me discipliner. Si ma sensibilité est blessée, je ne la laisserai voir à personne. Peut-être le sera-t-elle, mais aujourd'hui, je ne le montrerai pas. Aujourd'hui seulement, je serai aimable. Je paraîtrai à mon avantage. Je m'habillerai avec goût. Je n'élèverai pas la voix. J'agirai avec courtoisie. Je m'abstiendrai de critiquer. Je ne trouverai à redire sur rien. Je n'essaierai d'améliorer ni de contrôler personne d'autre que moi. Aujourd'hui seulement, j'essaierai de ne vivre que la présente journée et de ne pas m'attaquer à tous mes problèmes à la fois. Je peux accomplir pendant 12 heures une foule de choses dont la seule pensée m'accablerait si je devais y consacrer toute ma vie. Aujourd'hui seulement, j'aurai un programme. Je ne le suivrai peut-être pas à la lettre, mais je l'aurai. Je fuirai comme la peste ces 2 grands ennemis, la précipitation et l'indécision. Aujourd'hui seulement, je me réserverai une demi-heure pour me détendre. Pendant une courte période, j'essaierai d'avoir une meilleure perspective de ma vie. Aujourd'hui seulement, je n'aurai pas peur. Surtout, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire que ce que j'apporterai à l'univers me le rendra. Si nous voulons développer une attitude qui nous apportera la paix et la sérénité, voici la règle numéro 1. Pensez et agissez gaiement et vous vous sentirez joyeux. La cherté de la revanche. Quand nous éprouvons de la haine envers nos ennemis, nous leur accordons du pouvoir sur nous, du pouvoir sur notre sommeil, sur notre appétit, sur notre tension artérielle, sur notre santé et notre bien-être. Nos ennemis danseraient de joie si seulement ils savaient combien ils nous tracassent, nous brisent le cœur et prennent leur revanche sur nous. Notre haine ne les blesse absolument pas, mais elle transforme nos jours et nos nuits en un tumulte infernal. Qui, croyez-vous, a fait la déclaration suivante ? Si des gens intéressés profitent de vous, rayez-les de votre liste, mais n'essayez pas de vous venger. Quand vous tentez de prendre votre revanche, vous vous faites plus de mal que vous ne leur en faites à eux. On croirait, n'est-ce pas, que ce sont les réflexions d'un ingénu idéaliste. Ce n'est toutefois pas le cas. Cette déclaration a été publiée dans le bulletin du service de police de la ville de Milwaukee.
Nos ennemis ne jubileraient-ils pas s'ils savaient que notre haine envers eux nous épuise, nous abat et nous rend nerveux, qu'elle gâte notre apparence, nous cause des troubles cardiaques et abrège probablement notre vie? À défaut de pouvoir aimer nos ennemis, ayons au moins de la compassion pour nous-mêmes. Aimons-nous suffisamment pour ne pas permettre à nos ennemis de contrôler notre bien-être, notre santé, notre apparence. Comme le disait Shakespeare, « N'allumez pas pour vos ennemis une fournaise si chaude qu'elle vous fasse roussir vous-même. » Un moyen sûr de pardonner à nos ennemis et de les oublier, c'est de s'engager dans une cause immensément plus grande que nous. Ainsi, les insultes et les hostilités deviendront sans importance parce que nous serons insouciants de tout, sauf de notre cause. Pour cultiver un état d'esprit qui vous apportera la paix et le bien-être, souvenez-vous de la règle numéro 2. N'essayez jamais de prendre votre revanche sur vos ennemis, car vous vous ferez plus de mal à vous-même que vous ne les blesserez, eux. Suivez le conseil du général Eisenhower, ne jamais perdre une minute pour penser à des gens que l'on n'aime pas. Les choses à faire pour ne jamais se soucier de l'ingratitude. Confucius affirmait qu'un homme en colère est toujours rempli de poison. Si vous et moi passons notre temps à nous plaindre de l'ingratitude des gens, qui doit-on blâmer, la nature humaine ou notre ignorance de la nature humaine? N'attendons pas la reconnaissance. De cette façon, si on l'obtient, ce sera une agréable surprise, et si elle nous fait défaut, nous ne serons pas perturbés. Le premier point que je tente de faire valoir dans ce chapitre, c'est qu'il est normal pour les gens d'oublier d'être reconnaissants. Alors, si l'on s'attend à de la gratitude, on se prépare résolument à de nombreux chagrins. Mon second point est le suivant. Si nous cherchons le bien-être de l'esprit, cessons de penser à la reconnaissance ou à l'ingratitude et donnons pour la joie intérieure que procure la générosité. Depuis des millénaires, les parents se plaignent de l'ingratitude de leurs enfants. Mais pourquoi les enfants seraient-ils reconnaissants si on ne leur a jamais appris à l'être? L'ingratitude est naturelle, comme la mauvaise herbe. La reconnaissance se compare à une rose. Elle doit être nourrie et arrosée, cultivée, aimée et protégée. Si les enfants sont ingrats, à qui la faute? C'est peut-être la nôtre. Si nous ne leur avons jamais appris à manifester leur reconnaissance aux autres, comment s'attendre à ce qu'ils soient reconnaissants envers nous? Pour prévenir l'amertume et les soucis quant à l'ingratitude, voici la règle numéro 3. Plutôt que de vous inquiéter de l'ingratitude, tenez-la pour acquise. Souvenez-vous que la seule façon de trouver la paix d'esprit, c'est de donner pour le plaisir de le faire, plutôt que pour la reconnaissance. Rappelez-vous que la reconnaissance, c'est un trait que l'on cultive. Alors, si vous voulez que vos enfants soient reconnaissants, vous devez leur apprendre à l'être. Échangeriez-vous ce que vous avez pour $1 million? Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, était le plus profond pessimiste de la littérature anglaise. Il regrettait tellement d'être né qu'il s'habillait toujours en noir et jeûnait le jour de son anniversaire. Pourtant, malgré son désespoir, ce pessimiste absolu faisait l'éloge des merveilleux pouvoirs toniques de la gaieté et du bien-être. Il déclarait que les meilleurs docteurs au monde étaient le docteur Diète, le docteur Tranquille et le docteur Joyeux. Vous et moi, nous pouvons recevoir gratuitement les soins du docteur Joyeux chaque heure de la journée, en concentrant notre attention sur toutes les incroyables richesses que l'on possède, des richesses qui surpassent de loin les trésors d'Ali Baba. Accepteriez-vous d'échanger vos yeux pour $1 milliard? Combien demanderiez-vous pour vos 2 jambes, vos mains, votre ouïe, vos enfants, votre famille? Additionnez vos biens et vous constaterez que vous ne céderiez pas ce que vous avez pour tout l'or amassé par les Rockefeller, les Ford et les Morgan réunis. Sommes-nous conscients de ces richesses? Ah non! Comme le remarquait le philosophe polonais Schopenhauer, nous pensons rarement à ce que nous avons, mais toujours à ce qui nous manque. Cette tendance est l'une des plus grandes tragédies. Elle a probablement causé plus de misère que les guerres et les maladies. Vous et moi, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tous les jours de notre vie, nous avons vécu dans une féerie de beauté, mais nous sommes demeurés trop aveuglés pour le voir, trop blasés pour en profiter.
Si vous voulez cesser de vous inquiéter et commencer à vivre, la règle numéro 4 est la suivante. Faites le compte de vos bienfaits et non celui de vos ennuis. Découvrez qui vous êtes et soyez vous-même. Rappelez-vous que vous êtes unique. Ne pas accepter d'être soi est la source cachée de bien des névroses et des complexes. Avant de réaliser des films comme Goodbye Mr. Chips et Pour qui sonne le glas, Sam Wood a travaillé pendant des années dans le secteur immobilier où il formait des vendeurs. Il affirmait que le même principe s'appliquait au monde des affaires comme à celui du cinéma. Vous n'aboutissez à rien en singeant les autres, même les plus talentueux. Vous ne pouvez pas vous contenter de jouer les perroquets. Je peux parler de ce sujet en connaissance de cause, parce que je l'ai appris par expérience, de façon amère et coûteuse. Quand j'ai quitté mes champs de maïs du Missouri pour vivre à New York, je me suis inscrit à l'Académie américaine des arts dramatiques. Je voulais devenir acteur. J'avais alors ce que je croyais être une idée de génie, un raccourci vers le succès. Une idée tellement simple, tellement infaillible, que je ne comprenais pas que des milliers de gens ambitieux ne l'aient pas déjà découverte. J'étudierai le jeu des grands acteurs de cette époque, tels que John Drew, Walter Hampden et Otis Skinner, et ensuite j'imiterai leurs points forts, et je deviendrai un brillant et célèbre amalgame de chacun d'eux. Quelle sottise, quelle absurdité! J'ai gaspillé des années de ma vie à imiter les autres avant que ma grosse tête de missourien comprenne que je ne pouvais être personne d'autre que moi-même. Cette douloureuse expérience aurait dû me servir de leçon une fois pour toutes. Sauf que non, pas à moi. J'étais trop stupide. Il m'a fallu tout recommencer. Quelques années plus tard, j'ai voulu écrire pour des hommes d'affaires le meilleur livre qui n'avait jamais été écrit sur l'art de la prise de parole en public. J'avais la même idée folle à propos de l'écriture que celle que j'avais eue précédemment concernant l'art dramatique. J'emprunterai de nombreuses idées à d'autres auteurs pour en faire un seul livre qui épuiserait le sujet. J'ai alors pris des notes dans les ouvrages publiés sur l'art de parler en public et j'ai mis 1 an à les intégrer dans mon manuscrit. Puis, j'ai finalement compris que je me couvrais de ridicule une fois de plus. Ce fatras d'idées des autres que j'avais rédigé était tellement artificiel et ennuyeux qu'aucun homme d'affaires ne se serait imposé cette lecture. J'ai donc mis 1 année de travail à la poubelle et j'ai recommencé. Cette fois, je me suis dit, tu dois être Dale Carnegie avec tous ses défauts et ses limites, car tu ne peux être personne d'autre. J'ai alors retroussé mes manches et j'ai fait ce que j'aurais dû faire le premier coup. J'ai rédigé un manuel sur l'art de parler en public à partir de mes propres expériences, de mes observations et de mes convictions de conférencier et d'enseignant. Vous êtes quelqu'un de différent dans ce monde. Soyez content de l'être. Exploitez au maximum ce que la nature vous a donné. Vous êtes ce que votre expérience, votre environnement et votre hérédité ont fait de vous. Pour le meilleur ou pour le pire, cultivez votre jardinet. Pour le meilleur ou pour le pire, jouez de votre propre instrument dans le concert de la vie. L'auteur Douglas Malloch vous le suggère en poésie. Si vous ne pouvez être ce pin au sommet de la montagne, soyez les broussailles de la vallée, mais soyez les plus jolies petites broussailles qui longent le ruisseau. Soyez un buisson si vous ne pouvez être un arbre. Si vous ne pouvez être un buisson, soyez une touffe d'herbe qui égaye une autoroute. Si vous ne pouvez être un masquinongé, soyez une perche, mais soyez la perche la plus vive du lac. Nous ne pouvons pas tous être capitaines, il faut un équipage. Il y a de la place ici pour chacun d'entre nous. Il y a d'énormes tâches et des moindres. Celle qui nous attend est à proximité de nous. Si vous ne pouvez être une autoroute, soyez un sentier. Si vous ne pouvez être le soleil, soyez une étoile. Ce n'est pas votre taille qui vous fera gagner ou perdre. Soyez le meilleur de vous-même. Pour cultiver un état d'esprit qui nous rendra serein et absent de soucis, voici la règle numéro 5. N'imitez pas les autres. Découvrez qui vous êtes et soyez vous-même. Si vous avez un citron, faites de la limonade. Imaginez-vous être tellement découragé que vous avez l'impression qu'il est absolument impossible que vous arriviez à transformer vos citrons en limonade. Il y a 2 raisons pour lesquelles vous devriez quand même essayer.
2 raisons pour lesquelles vous avez tout à gagner et rien à perdre. La première, vous pouvez réussir. La seconde, même si vous ne réussissez pas, le seul fait de tenter de changer vos moins en plus vous obligera à regarder en avant plutôt qu'en arrière. Vos idées négatives deviendront des pensées positives. Elles vous insuffleront une énergie créative et stimulante, de sorte que vous serez tellement actif que vous n'aurez ni le temps ni la tentation de déplorer ce qui est passé et disparu pour toujours. La chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas d'exploiter vos gains. N'importe quel imbécile peut le faire. Ce qui importe vraiment, c'est de tirer profit de vos pertes. Cela nécessite de l'intelligence et c'est ce qui différencie un homme sensé d'un imbécile. Pour cultiver un état d'esprit qui vous rendra serein et libre de soucis, appliquez la règle numéro 6. Quand le sort vous réserve un citron, essayez d'en faire de la limonade. Comment guérir une dépression en 14 jours? Carl Jung racontait que le tiers de ses patients ne souffraient pas de névrose cliniquement explicable, mais du manque de sens et du vide de leur existence. Autrement dit, ils essaient de traverser la vie en faisant de l'autostop et la parade défile sans eux. Ils se précipitent alors chez le psychiatre avec leur vie insignifiante, absurde, inutile. Ayant manqué le bateau, ils restent sur le quai en blâmant tout le monde, sauf eux-mêmes, en exigeant que le monde satisfasse leurs désirs égoïstes. Il se peut que vous vous disiez « J'ai une vie ordinaire, comment pourrais-je aider les autres? Et pourquoi le ferais-je? Qu'est-ce que ça me donnerait ?» Une question légitime. Je vais tenter d'y répondre. Peu importe que votre vie soit monotone ou non, vous rencontrez sûrement certaines personnes tous les jours. Vous contentez-vous de les dévisager? Par exemple, le facteur qui marche des kilomètres pour vous apporter votre courrier, lui avez-vous déjà demandé s'il était fatigué? Le garçon d'épicerie, le vendeur de journaux, ces gens sont humains, ils ont eux aussi leurs difficultés, leurs rêves, leurs ambitions personnelles. Leur avez-vous déjà manifesté un quelconque intérêt? Il n'est pas nécessaire que vous deveniez une Florence Nightingale ou un réformateur de société pour rendre la vie des autres plus agréable. Ce que vous en retirerez, une immense fierté et une satisfaction beaucoup plus intense. Alors, si vous voulez éliminer les soucis et cultiver la paix et le bien-être, voici la règle numéro 7. Oubliez-vous en vous intéressant aux autres. Faites chaque jour une bonne action qui fera naître un sourire de joie sur le visage de quelqu'un. En un mot, 7 moyens de cultiver un état d'esprit qui vous apportera la paix et le bien-être. Règle numéro 1. Nourrissez votre esprit de pensées apaisantes, courageuses, saines et confiantes, parce que notre vie est ce qu'en font nos pensées. Règle numéro 2. N'essayez jamais de prendre votre revanche sur vos ennemis, car en agissant ainsi, vous vous ferez beaucoup plus de mal à vous-même qu'à eux. Suivez le conseil du général Eisenhower. Ne perdez pas une minute pour penser à des gens que vous n'aimez pas. Règle numéro 3. Plutôt que de vous inquiéter de l'ingratitude, tenez-la pour acquise. Souvenez-vous que la seule façon de trouver le bien-être, c'est de ne pas compter sur la reconnaissance, mais de donner pour le plaisir de donner. Rappelez-vous que la reconnaissance est un trait que l'on cultive. Alors, si vous voulez que vos enfants soient reconnaissants, enseignez-leur à l'être. Règle numéro 4. Faites le compte de vos bienfaits et non de vos ennuis. Règle numéro 5. N'imitez pas les autres. Découvrez qui vous êtes et soyez vous-même, parce que l'envie est ignorance et l'imitation est suicidaire. Règle numéro 6. Quand le sort vous réserve un citron, essayez d'en faire de la limonade. Règle numéro 7. Oubliez votre propre tristesse en tentant de créer un peu de joie pour les autres. Quand vous manifestez de la bonté envers les autres, vous êtes plus généreux envers vous-même. Partie 6. Comment cesser de se faire du souci à propos de la critique? On ne mise pas sur un cheval mort.
Lorsque vous êtes attaqué ou critiqué, dites-vous que c'est souvent parce que l'attaquant se donne un sentiment d'importance. La plupart du temps, c'est parce que vous réalisez quelque chose qui mérite l'attention. Bien des gens prennent un plaisir féroce à dénoncer ceux qui sont mieux éduqués ou qui ont plus de succès qu'eux. Si vous êtes tenté de vous faire du souci à cause des critiques injustifiées, voici la règle numéro 1. Souvenez-vous qu'une critique injustifiée est souvent un compliment déguisé. Rappelez-vous que personne ne mise sur un cheval mort. Pour éviter d'être blessé par la critique. Je me souviens d'un reporter du Sun de New York qui avait assisté à une séance de démonstration de mes cours aux adultes et qui m'avait tourné en dérision, moi et mes cours. Si j'étais furieux, je l'avais ressenti comme une insulte personnelle. J'ai téléphoné au président du comité exécutif du journal en lui demandant pratiquement de publier un article démontrant les faits plutôt que le ridicule. J'étais résolu à adapter le châtiment au crime. Aujourd'hui, j'ai honte de ma réaction. Je réalise maintenant que la moitié des gens qui avaient acheté le journal n'ont jamais vu cet article. Pour l'autre moitié, elle a provoqué un ricanement sans méchanceté. Et la moitié de ceux qui ont jubilé l'ont oublié après quelques semaines. En fait, j'ai réalisé il y a longtemps que si je ne pouvais pas empêcher les gens de me critiquer injustement, je pouvais faire quelque chose d'infiniment plus important. J'avais la possibilité de décider si oui ou non je laisserais la critique me perturber. Cependant, soyons clairs, je ne préconise pas d'ignorer toutes les critiques, loin de là. Je parle seulement d'ignorer les critiques injustifiées. Lincoln aurait pu être abattu par le poids de la guerre civile s'il n'avait compris la folie de répondre à toutes les accusations vitrioliques qui lui ont été lancées. Sa description de la manière dont il a réagi à la critique est un bijou littéraire, un classique. Elle se lit comme suit. « Si j'essayais de lire toutes les attaques qui me sont lancées, et pis encore d'y répondre, on ne pourrait rien faire d'autre à la Maison-Blanche. Je fais tout au mieux de ma connaissance et au mieux de mes moyens, et j'ai l'intention d'agir ainsi jusqu'au bout. Si la fin démontre que j'ai eu raison, ce qui a été dit contre moi n'aura pas d'importance. Si la fin démontre que j'ai eu tort, la dizaine d'anges qui malgré tout me louangeraient ne feront aucune différence. » Lorsque nous sommes injustement critiqués, souvenons-nous de la règle numéro 2. Faites du mieux que vous pouvez et ouvrez votre vieux parapluie pour empêcher la pluie des critiques de vous tremper la nuque. Les sottises que j'ai commises. Dans mon classeur personnel, j'ai un dossier intitulé SQJC, un sigle pour « sottises que j'ai commises ». Je garde dans ce fichier des mémos sur les sottises dont je me sens coupable. Je les ai parfois dictées à ma secrétaire, mais elles sont parfois tellement personnelles, tellement stupides que j'ai honte de les dicter, alors je les écris à la main. Et si j'avais été tout à fait honnête, mon classeur entier déborderait. La relecture de ces critiques m'aide à traiter le plus gros problème que je devrais affronter, la gestion de Dale Carnegie. J'avais l'habitude de blâmer les autres pour mes problèmes. Sauf qu'en vieillissant et en devenant plus sage, je l'espère, j'ai compris en dernière analyse que j'étais moi-même responsable de presque toutes mes infortunes. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que vos ennemis vous critiquent, vous ou votre travail, devancez-les. Soyez votre plus sévère critique. Identifiez toutes vos faiblesses pour y remédier avant que vos ennemis aient eu le temps de prononcer un seul mot. C'est ce qu'a fait Charles Darwin. Après avoir complété le manuscrit de son essai classique « De l'origine des espèces », il a compris que cette théorie révolutionnaire de la création ébranlerait à la fois le monde scientifique et le monde religieux. Il est alors devenu son propre critique et il a consacré 15 autres années à vérifier ses données, à remettre en question son raisonnement et à critiquer ses conclusions. Nos ennemis approchent plus de la vérité dans les jugements qu'ils font de nous que nous n'en approchons nous-mêmes. Cette maxime de La Rochefoucauld est très souvent vraie. Pour ma part, dès que quelqu'un semble me critiquer, si je ne me surveille pas, je me mets automatiquement sur la défensive, avant même d'avoir la moindre idée de ce que mon critique va dire. Je suis révolté contre moi chaque fois que cela m'arrive. Nous avons tendance à nous indigner de la critique et à nous délecter des compliments, peu importe que la critique ou les compliments soient justifiés. Nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres émotifs.
Notre logique est comme un canot d'écorce agité sur l'océan sombre et tumultueux des émotions. Dans les chapitres précédents, j'ai parlé de l'attitude à adopter lorsqu'on est injustement critiqué. Voici une autre idée. Quand la colère gronde parce qu'on a été injustement critiqué, pourquoi ne pas s'arrêter et se dire « Un instant, je suis loin d'être parfait. Toutefois, si Einstein admet s'être trompé 99% du temps, peut-être qu'il m'arrive d'avoir tort, disons 80% du temps. Je mérite peut-être cette critique. Si c'est le cas, je devrais en être content et en tirer profit. » Pour éviter de vous préoccuper des critiques, voici la règle numéro 5. Gardez un dossier des sottises que vous avez commises et faites votre autocritique. Étant donné que vous ne pouvez pas aspirer à la perfection, recherchez une critique objective, utile et constructive. Partie 6. En un mot. Règle numéro 1. Souvenez-vous qu'une critique injustifiée est souvent un compliment déguisé. Rappelez-vous que personne ne mise sur un cheval mort. Règle numéro 2. Faites du mieux que vous pouvez et ouvrez votre vieux parapluie pour empêcher la pluie des critiques de vous couler sur la nuque. Règle numéro 3. Gardez un dossier des sottises que vous avez commises et faites votre autocritique. Étant donné qu'on ne peut pas aspirer à la perfection, recherchons une critique objective, utile et constructive. Partie 7. 6 moyens de prévenir la fatigue et les soucis et de garder votre énergie et votre entrain. Comment ajouter 1 heure par jour à votre vie active? Pourquoi vous parlez de prévenir la fatigue dans un enregistrement sur la prévention des soucis? C'est parce que la fatigue entraîne souvent des soucis ou vous expose aux soucis. N'importe quel étudiant en médecine vous dira que la fatigue affaiblit votre résistance physique au rhume et à des centaines d'autres maladies. N'importe quel thérapeute vous dira lui aussi que la fatigue vous rend vulnérable aux sentiments de peur et d'inquiétude. Ainsi, prévenir la fatigue, c'est aussi prévenir les soucis. Pour prévenir la fatigue et les soucis, la première règle est le repos. Reposez-vous souvent. Reposez-vous avant d'être fatigué. Pourquoi est-ce si important? Parce que la fatigue s'accumule avec une étonnante rapidité. Durant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill, qui avait alors atteint la fin de la soixantaine et entrait dans sa 7e décennie, arrivait à travailler 16 heures par jour, année après année, en dirigeant les efforts de guerre de l'Empire britannique. Un record phénoménal. Son secret? Il travaillait au lit tous les matins jusqu'à 11 heures, où il lisait ses rapports, dictait ses ordres, faisait ses appels et tenait d'importantes conférences. Après le repas du midi, il dormait 1 heure. Le soir, il dormait 2 heures avant le repas, qu'il prenait à 20 heures. Parce qu'il se reposait fréquemment, il pouvait travailler frais et dispos de longues heures après minuit. John D. Rockefeller a établi 2 formidables records. Il a accumulé la plus grande fortune que le monde n'avait jamais connue à son époque et il a vécu jusqu'à 98 ans. Bien sûr, sa génétique y était pour quelque chose. Autrement, il faisait une sieste d'1 demi-heure tous les midis dans son bureau. Il s'allongeait sur le canapé et même le président des États-Unis ne l'aurait pas joint au téléphone pendant son roupillon. Si vous ne pouvez pas faire une sieste à midi, vous pouvez au moins essayer de vous allonger 1 heure avant le repas du soir. Ça coûte moins cher qu'un apéro, et sur une longue période, c'est 5467 fois plus efficace. Si vous arriviez à dormir 1 heure vers 17, 18 ou 19 heures, vous pourriez ajouter 1 heure par jour à votre vie active. Pourquoi? Parce qu'une sieste d'1 heure avant le repas du soir et 6 heures de sommeil la nuit vous repose davantage que 8 heures de sommeil d'affilée. Les causes de la fatigue et les moyens d'y remédier. Quels sont les facteurs émotionnels qui fatiguent le travailleur sédentaire? L'ennui, l'amertume, le sentiment de ne pas être apprécié, un sentiment d'absurdité, de précipitation ou d'anxiété. Ces facteurs émotionnels ou affectifs épuisent les travailleurs sédentaires, les rendent sensibles au rhume, réduisent leur productivité et leur provoquent des migraines qui les obligent à s'absenter. Oui, les émotions créent des tensions nerveuses dans le corps. Le remède à la fatigue nerveuse?
la relaxation et encore la relaxation. Apprenez à vous détendre tout en travaillant. Facile, non? Vous devrez probablement défaire des habitudes de toute une vie. L'effort en vaut toutefois la peine car il peut transformer radicalement votre vie. La tension est une habitude. La relaxation est aussi une habitude. Les mauvaises habitudes peuvent se défaire et les bonnes habitudes peuvent se créer. Comment vous détendre? Devriez-vous commencer avec votre cerveau ou avec vos nerfs? Ni l'un ni l'autre. Vous commencez toujours par détendre vos muscles. Voici 4 suggestions pour vous entraîner à la relaxation. Détendez-vous dans des moments insolites. Laissez votre corps devenir comme une chiffre molle ou une vieille chaussette. Je garde une vieille chaussette brune sur mon bureau pendant que je travaille pour me souvenir jusqu'à quel point je dois relâcher mes muscles. Un chat ferait aussi l'affaire. Même les yogis en Inde affirment que si vous voulez maîtriser l'art de la relaxation, vous observez le chat. Je n'ai jamais vu un chat fatigué qui souffre d'insomnie, d'anxiété ou d'ulcère d'estomac. Vous pourriez sans doute éviter ces ennuis si vous appreniez à vous détendre comme eux. Travaillez autant que possible dans une position confortable. Souvenez-vous que les tensions corporelles engendrent des maux d'épaule et de fatigue nerveuse. Observez votre position corporelle 4 ou 5 fois par jour et demandez-vous si vous n'êtes pas en train de rendre votre travail plus ardu qu'il ne l'est en réalité. Voyez si vous sollicitez des muscles qui n'ont aucune fonction utile pour le travail que vous faites. Ceci vous aidera à créer une habitude de détente. À la fin de la journée, vérifiez votre degré de fatigue. Suis-je fatigué à cause du travail accompli ou à cause de la manière dont je l'ai accompli? Si chaque homme ou femme d'affaires appliquait ce principe, le taux d'hypertension chuterait sensiblement du jour au lendemain. Comment éviter la fatigue et garder une allure jeune? La psychanalyse est jusqu'à un certain point basée sur le pouvoir thérapeutique des mots. Depuis Freud, les analystes savent qu'un patient peut calmer son anxiété s'il arrive à en parler, seulement en parler. Pourquoi? Peut-être parce qu'en parler nous permet de mieux percevoir nos troubles, de les mettre en perspective. Personne ne connaît la réponse précise, mais nous savons tous que, selon l'expression populaire, cracher le morceau soulage quasi immédiatement. Alors la prochaine fois que vous aurez un problème affectif, pourquoi ne pas chercher quelqu'un à qui parler? Bien entendu, il ne s'agit pas de se rendre insupportable en gémissant et en se plaignant auprès de chaque personne que l'on rencontre. Choisissez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance et prenez rendez-vous. Voici de plus quelques moyens que vous pouvez utiliser chez vous. Gardez un carnet ou un album pour vos lectures inspirantes. Vous y collerez des poèmes, vous copierez des pensées qui vous touchent personnellement et vous stimulent. Ainsi, les jours sombres, où vous avez le moral dans les talons, vous trouverez peut-être un antidote à la mélancolie. Ne ressassez pas trop longtemps les défauts des autres. Par exemple, la prochaine fois que vous serez convaincu d'avoir épousé un tyran, faites une liste de ses qualités. Votre partenaire apparaîtra peut-être comme la personne que vous souhaitez encore rencontrer. Intéressez-vous aux autres. Développez un intérêt sain et cordial pour les gens qui vous entourent. Faites-vous un horaire de travail pour le lendemain, avant de vous coucher. Vous constaterez que vous accomplirez davantage de tâches, vous serez moins fatigué, vous serez satisfait et il vous restera du temps pour le repos et les plaisirs. Enfin, évitez les tensions et la fatigue. Détendez-vous. Détendez-vous encore. Rien ne vous donne un air prématurément vieilli comme la tension et la fatigue. Vrai, il faut vous détendre. Curieusement, un plancher de bois dur est plus efficace pour la détente qu'un matelas à ressort. C'est plus résistant et meilleur pour la colonne vertébrale. Voici donc quelques exercices à faire. Essayez-les pendant une semaine et vous constaterez leurs bienfaits sur votre apparence et sur votre humeur. Premier exercice. Allongez-vous à plat sur le plancher chaque fois que vous vous sentez fatigué. Étirez-vous le plus longuement possible. Roulez-vous par terre si vous en avez envie. Faites cet exercice 2 fois par jour. Deuxième exercice. Fermez les yeux. Faites de la visualisation. Par exemple, imaginez que le soleil brille, que la nature est calme et que vous êtes à l'écoute de l'univers. Troisième exercice. Si, faute de temps, vous ne pouvez pas vous allonger, vous pouvez obtenir pratiquement le même résultat avec une chaise. Une chaise droite et dure,
convient mieux pour la relaxation. Asseyez-vous bien droit, comme une statue égyptienne, et posez vos mains à plat sur vos cuisses. 4e exercice. Maintenant, contractez lentement vos orteils, puis détendez-les. Contractez les muscles de vos jambes, puis détendez-les. Remontez lentement vers le haut du corps et faites la même chose avec tous vos muscles jusqu'au cou. Ensuite, laissez votre tête rouler lourdement comme si c'était un ballon de football. Imaginez chacun de vos muscles lâcher prise. 5e exercice, calmez vos nerfs en respirant lentement et régulièrement. Respirez profondément. Les yogis indiens avaient raison. La respiration rythmée est la méthode par excellence pour apaiser les nerfs. 6e exercice. Pensez à vos rides et à vos froncements de sourcils et faites-les disparaître. Assouplissez vos rides d'anxiété entre les sourcils et de chaque côté de votre bouche. Faites cet exercice 2 fois par jour et peut-être n'aurez-vous pas besoin de massage. Les rides disparaîtront peut-être de l'intérieur. 4 bonnes habitudes qui vous aideront à prévenir la fatigue et les soucis. Bonne habitude numéro 1. Enlevez tous les papiers de votre bureau, sauf ceux dont vous avez besoin pour le travail en cours. Si vous visitez la bibliothèque du Congrès à Washington, vous verrez cette phrase d'un pape poète peinte au plafond. L'ordre est la première loi du ciel. L'ordre doit être aussi la première loi des affaires. Pourtant, est-ce le cas? Non. Le bureau de taille moyenne est souvent encombré de papiers, de mémos, de rapports qui n'ont pas été consultés depuis des semaines. Sa vue seule suffit à créer de la confusion, des tensions et des soucis. Puis encore, c'est un rappel constant des millions de choses à faire et du manque de temps pour le faire. Bonne habitude numéro 2. Faites les choses par ordre d'importance. Je sais depuis longtemps que l'on ne peut pas toujours faire les choses dans l'ordre de leur importance. Par ailleurs, je sais aussi qu'un minimum de planification pour faire d'abord les tâches prioritaires est infiniment mieux que d'improviser. Bonne habitude numéro 3. Lorsque vous êtes confronté à un problème, résolvez-le sur le champ et si vous avez toutes les informations nécessaires, prenez une décision. Ne reportez pas les décisions. Bonne habitude numéro 4. Apprenez à organiser, à déléguer et à superviser. Bien des gens d'affaires creusent prématurément leur tombe parce qu'ils n'ont jamais appris à déléguer des responsabilités aux autres. Ils insistent pour tout faire eux-mêmes. Résultat, ils sont accablés par les détails et la confusion. Ils sont mus par l'urgence, les soucis, l'anxiété et la tension. C'est difficile d'apprendre à déléguer des responsabilités, je sais. Ce fut terriblement difficile pour moi. Je connais aussi par expérience les dégâts entraînés par le fait de confier des responsabilités aux mauvaises personnes. Cependant, aussi ardu que ce soit, les dirigeants doivent le faire s'ils veulent éviter les soucis, les tensions et la fatigue. Comment dissiper l'ennui qui cause la fatigue, les soucis et l'amertume? L'une des principales causes de fatigue est l'ennui. Nous sommes rarement fatigués lorsque nous faisons quelque chose d'intéressant et de stimulant. Si vous travaillez mentalement, c'est rarement la somme de travail qui vous fatigue. Vous pouvez être fatigué au contraire de ce que vous ne faites pas. Par exemple, vous vous rappelez avoir été constamment dérangé une journée de la semaine précédente. Vous pensez aux lettres qui attendent une réponse, aux rendez-vous annulés et à divers autres ennuis. Tout va mal cette journée-là. Vous n'avez rien fait et vous rentrez chez vous épuisé avec une migraine. Le jour suivant, tout marche bien au bureau. Vous abattez 40 fois plus de travail que la veille et vous rentrez à la maison frais comme une rose. Vous avez déjà eu cette expérience? La leçon à retenir, seulement ceci. Notre fatigue est souvent causée non pas par le travail, mais par les soucis, les frustrations et l'amertume. L'énergie se trouve là où sont nos intérêts ou nos plaisirs. Adressez-vous des paroles d'encouragement au cours de la journée, des pep talks. Vous croyez que c'est idiot, superficiel, enfantin? Pas du tout. Au contraire, c'est l'essence de la véritable psychologie. En vous parlant à vous-même chaque heure de la journée, vous pouvez influencer vos pensées. En vous rappelant verbalement tout ce pour quoi vous pouvez être reconnaissant, vous vous remplissez la tête de pensées joyeuses et stimulantes.
En cultivant des pensées apaisantes, vous pouvez rendre n'importe quel travail moins désagréable. Votre patron exige votre intérêt au travail parce qu'il augmentera ses profits? Oubliez-le. Pensez seulement à ce que votre intérêt au travail peut vous rapporter personnellement. N'oubliez pas que cela peut doubler votre bien-être, car vous passez près de la moitié de votre vie active au travail. Par conséquent, si vous ne trouvez pas de bien-être au travail, vous risquez de ne le trouver nulle part ailleurs. Songez que votre intérêt au travail vous épargnera les soucis, et à plus long terme, il vous vaudra probablement une promotion et un salaire plus élevé. Si ce n'est pas le cas, il réduira votre fatigue au minimum et vous aidera à profiter de vos heures de loisirs. Comment éviter de s'inquiéter de l'insomnie? Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Toscanini se contentait de 5 heures de sommeil par jour, mais Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis, dormait 11 heures sur 24. En d'autres mots, Toscanini a dormi le 5e de sa vie, tandis que Coolidge a dormi près de la moitié de la sienne. Cependant, vous inquiéter de l'insomnie vous fera beaucoup plus de tort que l'insomnie elle-même. La première condition pour une bonne nuit de sommeil, c'est un sentiment de sécurité. On a besoin de sentir qu'une force plus grande que nous-mêmes prendra soin de nous jusqu'au matin. L'un des meilleurs remèdes contre l'insomnie, c'est de se fatiguer physiquement, en jardinant, en jouant au golf, au tennis, en faisant du ski, de la natation ou une tâche physiquement épuisante. Si nous sommes suffisamment fatigués, la nature nous forcera à dormir, même en marchant. Voici donc 5 règles pour éviter de s'inquiéter de l'insomnie. Première règle, si vous ne pouvez pas dormir, levez-vous, travaillez ou lisez jusqu'à ce que le sommeil revienne. Deuxième règle, gardez en tête que personne n'est jamais mort d'insomnie. S'inquiéter de l'insomnie cause habituellement plus de dommages que le manque de sommeil. Troisième règle, détendez votre corps. Quatrième règle, faites de l'exercice. Fatiguez-vous physiquement au point de ne plus pouvoir rester éveillé. Partie 7 en un mot. 6 façons de prévenir la fatigue et les soucis et de garder votre énergie et votre entrain. Reposez-vous avant d'être fatigué. Apprenez à vous détendre au travail. Apprenez à vous détendre à la maison. Mettez en pratique ces 4 bonnes habitudes de travail. Enlevez tous les papiers de votre bureau, sauf ceux dont vous avez besoin pour le travail en cours. Faites les choses par ordre d'importance. Lorsque vous êtes confronté à un problème, résolvez-le sur le champ et si vous avez toutes les informations nécessaires, prenez une décision. Ne reportez pas les décisions. Apprenez à organiser, à déléguer et à superviser. Pour prévenir la fatigue, travaillez avec enthousiasme. Et gardez en tête que personne n'est jamais mort d'insomnie. S'inquiéter de l'insomnie cause habituellement plus de dommages que le manque de sommeil. Et pour terminer, une histoire vraie étonnante. Comment John Rockefeller a vécu 45 ans sursis. John D. Rockefeller avait amassé son premier million de dollars à 33 ans. À 43 ans, il détenait le plus grand monopole au monde, la compagnie Standard Oil. Mais où en était-il à 53 ans? À 53 ans, les soucis avaient eu raison de lui. Les soucis et une vie à haute tension avaient déjà ruiné sa santé. À 53 ans, il ressemblait à une momie, selon son biographe John K. Winkler. Il souffrait de problèmes digestifs étranges qui lui avaient fait perdre tous ses cheveux, ses cils, pour ne lui laisser qu'une fine mèche de sourcils, à peine visible. Son état de santé était tel qu'il était contraint de boire du lait maternel comme seule nourriture. Selon les médecins, cette alopécie était une forme de calvitie souvent déclenchée lorsque les nerfs sont exacerbés. Il était si saisissant avec son crâne dénudé qu'il devait porter une calotte. Plus tard, il s'est fait faire des perruques qui coûteraient aujourd'hui 15 000 $ et qu'il a porté le reste de sa vie. Rockefeller était à l'origine doté d'une forte constitution. Élevé sur une ferme, il avait déjà eu les épaules robustes, le port droit et une démarche assurée et rapide. Pourtant, à 53 ans, alors que la majorité des hommes sont à la fleur de l'âge, ses épaules tombaient et il marchait en traînant les pieds.
Son miroir lui renvoyait l'image d'un vieil homme. Le travail ininterrompu, les soucis continuels, les abus répétés, les nuits blanches, le manque d'exercice et de repos avaient été néfastes et l'avaient mis à terre. Il était désormais l'homme le plus riche du monde et le plus jeune milliardaire de son époque, et pourtant il était soumis à une diète qu'un pauvre aurait dédaignée. Ses revenus se chiffraient à $1 million par semaine, soit l'équivalent de 25 millions actuels, et 25 $ auraient probablement suffi pour payer toute la nourriture qu'il pouvait manger. Du lait acidulé et quelques craquelins. C'est tout ce que les médecins lui permettaient. Sa peau terne ressemblait à un vieux parchemin étiré sur ses os. Toute sa fortune ne servait qu'à payer des soins médicaux qui ne garantissaient pas sa survie. Comment en était-il arrivé là ? Les soucis, les coups durs, une vie continuellement sous tension et sous pression. Déjà, à 23 ans, il poursuivait son but avec une détermination si féroce que seule l'annonce d'une bonne affaire éclairait son visage. Quand il faisait un plus gros profit, il exécutait une danse guerrière. Il lançait son chapeau par terre et se trémoussait. Mais s'il perdait de l'argent, il était malade. Un jour, il avait expédié une cargaison de grains via les Grands Lacs sans assurance. Ça coûtait trop cher. 150 $ pour une cargaison qui valait 40 000 $. Cette nuit-là, une violente tempête a fait rage sur le lac Erie. Rockefeller était tellement inquiet de perdre sa cargaison qu'en rentrant au bureau le lendemain matin, son associé, George Gardner, l'a trouvé faisant les 100 pas. « Dépêche-toi, dit-il d'une voix tremblante. Vois s'il n'est pas trop tard pour avoir une assurance. » Gardner s'est précipité dans le quartier des affaires et a obtenu une assurance. En retournant au bureau, il a trouvé Rockefeller plus agité encore. C'est qu'entre-temps, il avait reçu un télégramme lui confirmant que le navire avait accosté à l'abri de la tempête. Il était malade parce qu'il avait soi-disant gaspillé 150 $. Il était tellement affecté qu'il a dû aller se coucher. Imaginez devoir prendre le lit pour 150 $ alors que l'entreprise faisait des profits bruts faramineux. Il n'avait pas le temps de s'amuser, de se distraire, pas le temps pour faire autre chose que de l'argent et enseigner à l'école du dimanche matin. Lorsque Gardner a acheté avec 3 autres amis un yacht d'occasion qui coûtait 2000 $, Rockefeller était atterré et il a refusé d'y monter. Un dimanche après-midi, Gardner l'a joint au bureau pour l'inviter. « Allez, viens faire de la voile, ça te fera du bien. Oublie les affaires, amuse-toi un peu. » Rockefeller lui a lancé un regard furieux en disant « George Gardner, je te préviens, tu es l'homme le plus extravagant que j'ai jamais connu. Tu fais du tort à ta crédibilité auprès des banques et à la mienne aussi. Premièrement, tu devrais comprendre que tu es en train de ruiner notre entreprise. Et deuxièmement, non, je n'irai pas sur ton yacht, je ne veux même pas le voir. » Et il est demeuré vissé à son bureau tout le dimanche après-midi. La même absence d'humour, le même manque de perspective a caractérisé John D. Rockefeller tout au long de sa carrière de financier. Des années plus tard, il admettait ne jamais avoir posé sa tête sur l'oreiller sans se rappeler que son succès pourrait n'être que passager. Avec des millions à son actif, il s'inquiétait toujours de perdre sa fortune. Rien d'étonnant qu'il ait ruiné sa santé. Il ne s'amusait jamais et ne sortait jamais. Rockefeller avait confié à un voisin qu'il voulait être aimé, sauf qu'il était tellement froid et méfiant que personne ne l'aimait. Son propre frère le détestait tellement qu'il avait retiré les dépouilles de ses enfants morts du caveau familial en déclarant « Aucun des miens ne reposera dans une terre contrôlée par John D. » Les associés et les employés de Rockefeller avaient une peur bleue de lui et, ironie du sort, il avait lui-même peur d'eux. Peur qu'il raconte ce qui se passait au bureau et livre des secrets. Il avait tellement peu confiance en l'être humain qu'un jour, il a signé un contrat de 10 ans avec un raffineur indépendant en lui faisant promettre de n'en souffler mot à personne, pas même à sa femme. Puis, au sommet de sa prospérité, alors que l'or entrait dans ses coffres comme la lave du Vésuve avait coulé sur Pompéi, sa vie privée a basculé. Des livres et des articles dénonçaient le requin de l'industrie de la Standard Oil Company, les remises faites aux compagnies de chemin de fer et l'élimination impitoyable de ses rivaux. Dans les champs de pétrole de la Pennsylvanie, John D. Rockefeller était l'homme le plus exécré de la planète. Il a été pendu en effigie par les hommes qui l'avaient écrasé.
Nombre d'entre eux rêvaient de passer une corde autour de son cou ratatiné et de le pendre à une branche de pommier vert. Des lettres enflammées et sulfureuses affluaient à son bureau, des lettres de menaces. Il a embauché des gardes du corps pour se protéger et tenter d'ignorer ce tourbillon de haine. Il avait même déclaré cyniquement « Vous pouvez me frapper et abuser de moi, pourvu que vous me laissiez faire les choses à ma façon. » Il a toutefois découvert qu'il était humain et qu'il lui était impossible d'encaisser à la fois la haine et les soucis. Sa santé a commencé à se détériorer. Il était perplexe et dérouté par ce nouvel ennemi, la maladie, qui l'attaquait de l'intérieur. Au début, il était très cachottier à propos de ses malaises occasionnels et il tentait d'oublier la maladie. Cependant, l'insomnie, les problèmes digestifs, la perte de son système pileux et tous les autres symptômes physiques devenaient impossibles à nier. Ses médecins lui avaient avoué la vérité crue. Il avait le choix entre son argent et les soucis ou sa vie. Ils l'ont prévenu qu'il devait se retirer des affaires ou mourir. Il a choisi de se retirer, mais sa santé était déjà ruinée. Ida Gardell, la célèbre biographe américaine, avait ressenti un choc en le voyant. À l'époque, elle travaillait sur le fameux livre qui dénonçait la Standard Oil et tout ce qu'elle représentait. Elle n'avait par conséquent aucune sympathie pour l'homme qui avait créé cette sorte de pieuvre. Pourtant, quand elle l'a vu à un cours du dimanche, scrutant avec empressement les visages autour de lui, elle avait déclaré « J'ai éprouvé un sentiment auquel je ne m'attendais pas et que le temps a intensifié. J'ai eu pitié de lui, car je ne connais pas pire compagnon que la peur. » Lorsque les médecins ont entrepris de sauver la vie de Rockefeller, ils lui ont imposé 3 règles qu'il a observées à la lettre le restant de sa vie. Les voici. Première règle, éviter les soucis. Ne jamais s'inquiéter de rien, quelles que soient les circonstances. Deuxième règle, se détendre et faire beaucoup d'exercices légers au grand air. Troisième règle, surveiller l'alimentation. Toujours arrêter de manger en ayant encore légèrement faim. Rockefeller s'est soumis à ces règles qui lui ont sans doute sauvé la vie. Il a pris sa retraite, il a appris à jouer au golf, il s'est mis au jardinage, il causait avec ses voisins, il participait à des jeux et il chantait. Il a aussi fait autre chose. Pendant ses jours de supplice et ses nuits sans sommeil, il a eu le temps de réfléchir. Il a alors commencé à penser aux autres. Il a arrêté de penser à l'argent qu'il pourrait faire pour se demander ce que cette fortune pourrait rapporter en bonheur humain. En bref, il a commencé à distribuer ses millions. Ce ne fut pas toujours facile. Une église à qui il voulait faire don l'a dénoncé en chaire partout au pays en proclamant qu'il offrait de l'argent sale. Il a toutefois continué de donner. Il a appris qu'un petit collège sur les rives du lac Michigan risquait de fermer ses portes faute de pouvoir payer son hypothèque. Il est venu à sa rescousse en injectant des millions de dollars dans ce qui est devenu l'Université de Chicago. Il a voulu aider les Noirs. Il a donné de l'argent à des universités noires, telles le Tuskegee College, qui avait besoin de fonds pour continuer le travail de George Washington Carver. Le docteur Charles W. Stiles, un spécialiste de l'ankylostomiase, une maladie parasitaire, avait déclaré qu'un médicament à 50 sous suffirait pour guérir une personne atteinte de cette maladie qui sévissait dans le Sud. Il ajoutait « Mais qui donnera ces 50 sous ?» Rockefeller a donné $1 million pour éradiquer le plus grand fléau que le Sud ait connu. Et il a continué. Il a créé la Fondation Rockefeller pour combattre la maladie et l'ignorance. Cette fondation a probablement sauvé ma propre vie, alors que j'étais en Chine, où une épidémie de choléra faisait rage à Pékin et que les paysans chinois mouraient comme des mouches. Au milieu de cette horreur, nous avons pu obtenir des vaccins du collège médical Rockefeller qui nous ont protégés de l'épidémie. Les Chinois comme les étrangers ont pu eux aussi bénéficier de ce vaccin. C'est là que j'ai compris pour la première fois à quoi servait la fortune de Rockefeller. À l'époque, il n'y avait jamais eu d'initiative semblable dans le monde. Rockefeller savait aussi que partout sur la planète, des visionnaires tentaient de mettre sur pied des mouvements utiles à l'humanité. Ils entreprenaient des recherches, fondaient des collèges, combattaient des maladies. Mais trop souvent, ces nobles efforts étaient contrecarrés, faute de moyens. Il a alors décidé de leur donner de l'argent, non pas pour les contrôler, mais pour les épauler. Aujourd'hui,
Vous pouvez remercier John D. Rockefeller pour les miracles de la pénicilline et pour des douzaines d'autres découvertes que son argent a contribué à financer. Vous pouvez aussi le remercier pour le fait que vos enfants ne meurent plus de la méningite spinale, qui emportait 4 enfants sur 5 dans certaines régions du monde. Vous pouvez lui être reconnaissant pour sa contribution à des percées dans les recherches sur la malaria, la tuberculose, la grippe, la diphtérie et bien d'autres maladies qui continuent de sévir dans le monde. Et qu'en a-t-il été de Rockefeller? A-t-il atteint la paix d'esprit en distribuant son argent? Oui, il était enfin satisfait. Il avait tellement changé du tout au tout qu'il ne se faisait plus aucun souci. De fait, il a refusé de perdre une seule nuit de sommeil, même lorsqu'il a dû accepter la plus grande défaite de sa carrière, alors que la Standard Oil a été condamnée à payer les plus fortes amendes jamais vues. Selon le gouvernement américain, la Standard Oil était un monopole qui contrevenait directement aux lois antitrust. La lutte judiciaire avait fait rage pendant 5 ans et les meilleurs avocats du pays avaient défendu interminablement ce qui constituait à l'époque la plus grande bataille juridique de l'histoire. Mais Standard Oil l'a perdu. Lorsque le juge Kennesaw Mountain a rendu sa décision, les avocats de la défense craignaient que John Dee s'en offusque. C'était sans savoir comme il avait changé. Le soir où l'un des avocats lui a téléphoné pour lui faire part de la décision avec le plus de ménagement possible, il a ajouté inquiet « Monsieur Rockefeller, j'espère que vous ne laisserez pas cette décision vous bouleverser et que vous passerez une bonne nuit. » John Dee a immédiatement répondu « J'ai bien l'intention d'en passer une bonne, et ne vous en faites pas, vous non plus. Bonne nuit. » Ce sont les paroles d'un homme qui s'était rendu malade au lit pour une perte de $150. John Dee a certes mis du temps à dominer ses soucis. Quand même, à 53 ans, il était mourant, mais il a vécu jusqu'à 98 ans. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de ce livre audio. J'espère sincèrement que ce livre vous sera d'une grande utilité et vous permettra de vivre une vie heureuse. Si vous avez apprécié ce livre, n'oubliez pas d'aimer, de nous laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Restez à l'écoute pour plus de contenu de ce genre. À très bientôt.